On va reprendre sur une nouvelle session qui est axée sur le travail en coopération et notamment avec les outils numériques. Donc c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est fort important parce que le travail en réseau et avec les outils numériques, c'est notamment toute la IRDR, toute la RDR par les forums, par les réseaux sociaux, par tout ce qui se fait sur Internet. Et on voit aujourd'hui à quel point c'est important pour faire le complément de ce qu'apportent les lieux d'accueil traditionnels, complément en termes d'horaire, puisque c'est accessible 24/24, complément en termes de lieux. Et c'est notamment un vrai outil d'aller vers pour les publics qui sont éloignés de la réduction des risques et du soin. Tout à l'heure, Fred nous parlait de plus du tiers des chemsexeurs qui n'ont pas accès ou qui ont des difficultés d'accès aux soins. Et on voit bien que ce sont des outils qui permettent notamment aux populations qui pratiquent le chemsex d'accéder plus facilement à la RDR et aux soins. C'est aussi très important parce que c'est des outils dont se saisissent les structures communautaires aussi bien que les professionnels. Et c'est ce qui va faire qu'on est en capacité de travailler en réseau et de développer ensemble de nouveaux outils. Donc vont intervenir sur cette session qui est purement marseillaise. D'abord Victor Martin et Romain Giraud qui sont tous les deux du bus 3132 et puis Christelle Protière qui est chargée de recherche à l'INSERM. Donc tout d'abord je vais passer la parole à Victor et Romain. Victor qui est chargé de projet et responsable du projet IRDR au bus 3132 et puis Romain qui est responsable chemsex au bus 3132 également intervenant en IRDR. Bonjour à toutes et tous, merci à la ville de Paris pour l'invitation. Du coup on va vous parler un petit peu de ce qu'on fait sur les espaces numériques en lien avec le chemsex. Non, ça c'est Christelle. Donc là on a... Bonjour Christelle. Là on a Christelle, ouais. Salut. On a Christelle à l'image, bonjour Christelle. Il nous manque nos slides en régie, arrive. Merci. Chanter une petite chanson en attendant. Ah voilà. Magnifique, merci. Du coup ouais. Donc voilà ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc nos actions de IRDR un peu spécialisées chemsex. Donc le bus 3132 rapidement, c'est une structure qui gère 3 pôles. Donc on a un pôle qui est plus côté grande précarité, Xapac, Arude, Basseuil. On a un pôle festif du coup qui regroupe les activités de Plus belle la nuit, un dispositif d'intervention milieu festif urbain, les actions en free party et aussi du coup les actions numériques, notamment à travers de KEPS aujourd'hui vu qu'on a changé de nom récemment. Et un pôle ressources du coup qui gère un labo d'analyse de drogue, la IRDR et des actions de recherche et notamment là sur les actions de recherche aussi des groupes de travail dont un groupe chemsex. Donc le projet KEPS EDU, l'objectif de base c'est pour développer l'accès et l'attractivité des services de prévention et de l'accès aux soins à destination des consommateurs les plus éloignés et les plus vulnérables. On voit depuis le début que effectivement, je peux ralentir. On a du temps à rattraper quand même. Effectivement, on veut faire vite. Donc effectivement, pour les populations les plus éloignées, que ça soit lié à des inégalités sociales ou sociales ou territoriales de santé, ou sur des publics qui sont très stigmatisés, c'est difficile de pousser la porte d'une structure, d'aller s'adresser à son médecin. Enfin, on connaît bien tout ça. Et du coup, il semble que pour ceux qui ont accès à Internet, du moins, les espaces numériques, c'est vraiment quelque chose qui peut favoriser une première entrée sur de l'information, sur s'interroger, sur essayer de prendre soin de soi. Je vais passer rapidement sur les objectifs spécifiques parce que c'est pas très intéressant, mais du coup on cherche à vraiment faciliter l'orientation et l'accès aux soins avec des premiers contacts un peu facilités et une porte d'entrée vers le soin plus facile. Donc on intervient sur les espaces numériques, donc on doit produire des contenus et poster quotidiennement, varier un peu de type de publication, répéter inlassablement les mêmes messages, diversifier les thématiques et aussi développer des actions d'aller vers numérique sur certains espaces. Du coup là-dessus, Romain, si tu peux nous dire un petit mot sur la campagne chemsex. Donc là, je vais raccrocher là-dessus. Effectivement, parmi toutes les actions qu'on mène, je vous invite à flasher le QR code ici. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Messenger, tout ça. Je vais essayer d'aller très vite sur la question de la stratégie de contenu. On n'a pas inventé les réseaux sociaux, mais l'idée c'est de pouvoir adapter le monde merveilleux de la réduction des risques au concept des réseaux sociaux. Et notamment, on a travaillé à travers en faisant des campagnes. Et notamment, on a fait l'année dernière une campagne sur le chemsex que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux avec notamment pas mal de vidéos qui ont très bien fonctionné.
J'essaie d'aller vite. On a créé aussi également le projet Keps Magazine, qui est un site internet. C'est une plateforme en ligne, c'est un genre de combini, on pourrait dire, une espèce de média en ligne dédié à la fête, les risques, les plaisirs et l'usage de drogue. Donc on peut trouver autant des recommandations de films que des conseils de réduction des risques, des lexiques, des définitions, une carte interactive pour retrouver des ressources. Voilà. Maintenant, on va raccrocher tout ça avec le chemsex. En gros, je ne vais pas réinventer là ou redire un petit peu tout ce qu'on... Faut que j'appuie. Ah pardon, j'ai pas appuyé sur le bouton. Pardon, Keps, c'est ça. C'est le magazine. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Et là, c'est quoi le chemsex? Oui, il y a une chose qui est très importante à préciser. Les présentations internationales qu'on a pu avoir ce matin ont très bien pu rendre compte de l'importance de l'aspect communautaire du chemsex. On est en France, on est dans un pays où la santé en général et même plein de choses, on voit les choses avec une vision universaliste. Et dès qu'on entend communautaire, aïe aïe aïe, ça pique les oreilles, tout de suite on voit de l'identitaire et on se méfie beaucoup de l'aspect communautaire. Or, c'est vraiment la clé de ce qui peut nous permettre de comprendre. C'est ça qui fait aussi, à mon sens, en France, on est très en retard sur le sujet. Et encore, à Paris, ce matin, sur Romero, on a très bien parlé, vous mettez, il y a des choses qui sont mises en place. À Marseille, on en est très très loin, on va revenir plus tard. Mais effectivement, dans cette approche communautaire, le terme chemsex, chemsexeur, ce sont des termes que nous on utilise et pas les personnes concernées. Donc l'utilisation de mots, de sémantiques, des fois peut-être un petit peu vous choquer ou un petit peu vous piquer les oreilles de peut-être dans ce que je vais pouvoir dire. Mais effectivement, la question de comment on perçoit cette pratique communautaire, elle est absolument essentielle parce qu'en fait c'est une pratique, c'est pas bien, c'est pas mal. Une pratique, c'est une pratique. Or, quand on parle de chemsex, souvent on en a une image absolument désastreuse. Quand on anime des groupes à Marseille, par exemple, que je vois des professionnels de santé qui bossent dans des Cégides, qui n'ont jamais entendu parler de chemsex, ou si ce n'est à travers l'affaire Pierre Palmade. Et c'est tout. Donc, si j'étais facétieux, je dirais qu'il faudrait commencer par donner une image positive du chemsex. Positive, évidemment, l'idée, c'est pas ni de banaliser ni de glamouriser, mais de faire comprendre que dans toute pratique communautaire, il faut quelqu'un qui est bien dans ses baskets réduire ses comportements à risque. Donc le fait de pouvoir libérer la parole sur le sujet, de pouvoir aborder le sujet sans que « Oh mon Dieu, c'est le nouveau sida » ou toutes les horreurs qu'on peut entendre, bah déjà on va essayer de dédramatiser, peut-être rendre le sujet un petit peu plus questionnable et abordable. Donc on est notamment engagé sur un groupe de travail sur le chemsex qui est en lien avec, qui est porté avec le Corée-Vipaca, notamment en collaboration vers Marseille sans sida et sans hépatite et le CESTIM. Du coup, il y a plein de professionnels qui sont engagés dans ce groupe-là, des personnes qui sont plutôt on va dire exposées en lien avec des chemsexeurs, des problématiques de terrain. Du coup, on essaye un peu de rassembler nos forces et d'avoir une réflexion sur comment on pourrait faire pour améliorer à la fois la prévention, le repérage, mais aussi créer des parcours de soins qui soient opérants, en tout cas les améliorer, quoi. Et ouais. Donc ça c'est un groupe qui a démarré il y a 2 ans et qui maintenant permet d'organiser différentes activités, dont notamment des cycles de webinaires à destination des professionnels qui sont entre midi et 2, donc qui permettent aussi à des professionnels milieu hospitalier, par exemple, pendant leur post-déj, de pouvoir s'informer. Ils sont aussi disponibles en replay, donc on pourra vous donner les informations si éventuellement ça en intéresse certains. Il y a aussi des supervisions mixtes, du coup multistructures, qui permet d'avoir un espace vraiment dédié sur de la supervision, de l'analyse de pratique chemsex. Et une fois par an, une super grande messe centrée chemsex qui permet aussi de rassembler tout le monde. Voilà, on en est à peu près à ce qui a pu se passer à Paris vers plus ou moins 2013, où des professionnels se sont rassemblés entre eux. Vous savez, on est à Marseille, on a toujours un peu de retard. Voilà, donc on en est à peu près là actuellement. Oups. Ouais. Petit complément, pas des moindres, vu qu'il y a quand même beaucoup de trous dans la raquette pour identifier les décès liés au GHB, aussi les surdoses, on s'est rapproché de l'addictovigilance pour pouvoir avoir une logique un peu coordonnée avec les acteurs de terrain. L'idée, c'est de travailler davantage sur les signaux de surdose, ce qu'on pourrait être identifié comme des cas suspects de décès, où on peut supposer qu'il y avait du G, et plutôt de traiter au niveau statistique ces signaux-là et d'essayer de construire un système qui nous permette de faire remonter ces données-là, parce que il y a plein de subtilités que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va prendre 1 heure, qui font que c'est difficile en fait d'arriver à savoir si un décès est lié au GHB. Et du coup, faute des fois d'autopsie tout simplement, mais aussi par rapport à des subtilités de temps de détection, etc.
Donc on essaye de mieux repérer les cas parce qu'on sait que en France, il est déclaré dans l'étude de Drame notamment qu'il y a quelques décès, une poignée à l'année, et que nous, on en a vu un paquet en quelques mois seulement, juste sur notre réseau très proche. Donc voilà, on a un peu une grosse vigilance là-dessus, et c'est vrai que c'est une problématique qui nous importe pas mal. Oui, particulièrement à Marseille, où il y a une mortalité liée au GHB, GBL, qui est très très importante. C'est moi là ou c'est toi? C'est moi. On devient dépendant d'expérience d'un produit. Donc là, on va rentrer sur la question du numérique dans le contexte du chemsex. Moi, j'ai fait cette slide pour dire en fait que la question du chemsex, comme je disais tout à l'heure, c'est une expérience communautaire. Et c'est au final, peut-être parfois, dans la question, quand on va rencontrer des personnes qui ont vraiment une dépendance au chemsex, en fait, c'est plus une dépendance à l'expérience que véritablement le produit en soi. Et donc souvent, ça s'accompagne aussi, ça passe par le numérique. Et c'est ma meilleure slide. Alors, quels espaces pour quels usages? Parce qu'en fait, la question du numérique, elle est en permanence présente dans le chemsex, à la fois pour rencontrer, comme chacun connaît, les différents sites et applis qui peuvent concerner différents types de communautés, aussi pour acheter ou vendre des produits, que ce soit des produits sur le clear web, même pas du dark web, ou alors des messageries cryptées pour entrer en contact avec des usagers revendeurs, mais aussi pour stimuler. Parce que très souvent, quand on parle de chemsex, on parle beaucoup de chem, c'est pas beaucoup de sexe. Et savoir parler de sexualité, c'est quand même très important. Et en France, on a un petit peu du mal à faire ça. Ouais, du coup, on en parlait, les produits sont aussi très présents sur les espaces numériques. Ça aussi renforce l'intérêt d'avoir une action tournée chemsex sur les espaces numériques. Bon, là, on vous a mis un peu un extrait de conversation pour voir un peu la carte qu'on pouvait avoir hyper facilement accès très rapidement. On va passer rapidement là-dessus, parce qu'il me semble que le temps est court. Donc ça, c'est un petit zoom sur l'évolution des catinones. Fred en parlait ce matin, là, suite à la brillante idée du gouvernement hollandais. Vous voyez ce que ça a fait à Marseille, quoi, du coup, avec une forte variabilité des catinones, où ça a explosé le nombre de substances qu'on pouvait retrouver vendues pour de la 3-MMC, avec des trucs quand même nettement moins sympas, qui se dosent pas pareil, qui descendent fort, un rapport bénéfice-risque assez moisi. Et effectivement, on a eu beaucoup de problèmes chez les consommateurs 3-MMC. Ça continue encore, vu que le marché s'est toujours pas restabilisé. L'intérêt aussi de l'analyse de drogue pour les publics chemsexeurs sur les catinones, vraiment, faites analyser vos produits. La culpabilité stigmatisante, en fait, ça reprend ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, le constat qu'on a, c'est que c'est très difficile pour la plupart des usagers, des personnes qui ont ces pratiques-là, qui rencontrent des difficultés, d'aller se rendre dans des centres de soins de santé, que ce soit des XAPA, des CARUD. Et il y a vraiment une ambivalence, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas envie d'être reconnues, qui n'ont pas forcément envie de parler, qui ressentent une énorme culpabilité stigmatisante. Et en même temps, ces personnes vont se rendre dans souvent des structures dites bas seuil pour aller récupérer du matériel, parce qu'on sait que là-bas, on ne va pas être trop questionné, on sait que là-bas, ça va être plus anonyme, plus facile d'accès. Des premiers contacts à l'accès aux soins. En gros, le principe que j'ai essayé de mettre en place, c'est en fait, j'ai un numéro de téléphone professionnel. Et alors, il faut savoir que moi, je suis une personne qui pratique le chemsex, et je vais bien, voilà. Ça va. L'idée, c'est en fait d'être en lien, de pouvoir proposer une écoute avec des personnes qui sont concernées, qui sont pas encore dans une dynamique de changement, qui sont dans une culpabilité stigmatisante. À travers la méthode de l'entretien motivationnel, la personne reste chez elle tranquille. On va se fixer des rendez-vous, que ce soit à l'écrit ou au téléphone. On va essayer de discuter et essayer d'amorcer des changements, essayer d'identifier, parce que souvent les personnes peuvent avoir des demandes ou pas du tout, ou c'est pas très clair, elles n'ont pas connaissance du réseau, donc c'est à l'échelle nationale, il y a des gens qui m'appellent d'un peu partout en France, et on va essayer de mettre en place une fois par semaine des petits moments, que ce soit à l'écrit, que ce soit au téléphone, en utilisant la méthode de l'entretien motivationnel pour essayer d'activer un changement. Ah mais du coup je sais pas, ah là là, j'ai encore oublié de mettre le truc. Mais dites-le moi vous aussi. Tu veux que je gère la télécommande pendant que tu Ouais, gère la télécommande. C'est là. C'est le gros bouton. Donc ça, voilà, donc vous avez des extraits de conversation, il n'y a rien d'extraordinaire, mais en gros, voilà, l'idée, c'est que mon numéro, il tourne à travers les usagers, ils me connaissent, ils savent que je suis une personne qui est concernée et qui va bien, que j'ai plein de petites astuces, autres remèdes de grand-mère pour essayer de se remettre de la descente, et voilà. Cas clinique, Johnny. Bon, je vais aller assez très vite sur le cas clinique pour vous montrer un petit peu comment ça peut se passer, comment ça peut être très important de l'utilisation des outils numériques. Cette personne a été orientée, alors ça a été uniquement au téléphone, 40 ans, qui
pratique le slam, qui n'avait plus de travail depuis plusieurs années. Les consommations prenaient toute la place dans sa vie. Ensemble, on a essayé de... Alors lui, il disait, moi, je veux plus rien toucher, l'abstinence, tout ça. On a essayé petit à petit de parler... En fait, c'était pas tant la drogue, la question, c'est la question de la sexualité. Et on est allé très très loin dans la question de l'intimité, de comment petit à petit, il avait au bout d'un moment, il a commencé à reprendre une activité sans substance. Je lui ai demandé, dis-moi, raconte-moi, tu l'as baisé, il t'a baisé, vous êtes allé comment, dans les moindres détails, pour dessiner la silhouette un peu de qu'est-ce que c'est qu'une sexualité sans substance. Après, il a reconsommé. Quand il a reconsommé, on a fait le même travail. Et on a essayé de distinguer, de faire deux silhouettes différentes, sexualité avec, sexualité sans. Après, Johnny a rencontré, du coup, ça lui a parlé, voilà. Donc, du coup, il a pris rendez-vous avec une addictologue en la personne de Muriel Grégoire, et avec qui ils ont entamé un travail de suivi addictologique. Aujourd'hui, Johnny consomme encore, de temps en temps. Il a repris surtout le contrôle de ses consommations. Il a retrouvé un travail. De temps en temps, il m'appelle pour discuter. De temps en temps, c'est même moi qui l'appelle pour discuter. Et c'est un petit peu ça, l'intérêt du numérique. C'est qu'en fait, c'est quelque chose qu'on peut le prendre, on peut le laisser, on peut s'en ressaisir. Et ça peut faire des petites... entre deux rendez-vous avec l'addictologue, ça fait un peu le Jiminy Cricket avec qui on peut discuter. Et du coup, Johnny va bien. Johnny va bien. Hyper important de garder quand même des représentations un peu positives du chemsex et pas avoir que des représentations stigmatisantes. Enfin, je pense que ça a été déjà assez abordé ce matin. Donc ensuite, du coup, on part sur des objectifs un petit peu, effectivement, éclairer les réalités, les enjeux et d'avoir un avis, effectivement, plus nuancé. Arrêter avec le truc très stigmatisant de ça va mal aller, c'est horrible, etc. Et d'être plutôt dans une vision positive. Effectivement, c'est une pratique. Il y a des gens qui vont très bien avec ça. Ça peut très bien se passer. Et le vrai problème avec ça, c'est plutôt le stigmate. C'est plutôt de ne pas pouvoir en parler. C'est plutôt de ne pas pouvoir trouver de recours autour de soi. Et du coup, d'arriver sur un accès aux soins qu'on est uniquement dans une phase dommage et que des fois, il est déjà un peu trop tard en fait pour remonter, quoi. C'est aussi pour ça qu'on a été confronté quand même à pas mal de décès dans cette filiation chemsex, parce qu'avec des gens qui arrivent un peu tardivement, on va dire, sur le moment où ils peuvent se poser des questions sur leur conso. Donc accompagner via le numérique, via des appels visio, via des appels voix, via des DM, mais aussi potentiellement en physique, en présentiel, quand ils sont sur Marseille, ou via des partenaires sur des orientations qualifiées éventuellement. Et cet gros élément d'importance sur lequel je vais te laisser enchaîner, Romain, sur la bienveillance communautaire. Oui, l'idée évidemment c'est de susciter une bienveillance communautaire, et l'idée c'est pas que je devienne le référent chemsex de la France entière, mais qu'en fait de pouvoir transmettre et que d'autres usagers puissent transmettre, et par capillarité. Alors c'est très périlleux de faire cette comparaison, il ne faut pas la faire, du coup je vais la faire, mais dans les années SIDA, qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi véritablement à créer un engouement communautaire? C'est à partir du moment où les personnes concernées se sont mobilisées entre elles pour se soutenir et pour se fédérer entre elles. Je pense que c'est un petit peu la démarche qu'on aimerait pouvoir mettre en place. Du coup, rapidement, parce qu'il y avait un peu une thématique réseau, du coup on est un peu l'effet secondaire de ce projet numérique qui ne concerne pas que le chemsex, mais qui s'adresse à l'ensemble des usagers de substances plutôt jeunes et éloignés du soin, a émergé un peu une dynamique réseau. De base, c'était un recensement un peu des acteurs, et aujourd'hui, il y a une quarantaine de structures, on va dire, qui sont impliquées dans ce réseau-là. Et ça nous paraît être intéressant, vu que c'est un réseau national de structures qui sont contactables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des espaces communautaires aussi, de pouvoir petit à petit transférer effectivement des pratiques, produire aussi des référentiels de pratiques, et capitaliser un peu tout ça, et faire en sorte qu'effectivement ce soit transférable à l'échelle nationale, que ce soit pour les pratiques numériques ou pour la structuration des réseaux de soins au niveau local. Alors, la conclusion, Romain ? Très rapidement, cette prise de conscience, effectivement, ça c'est un truc pour moi qui m'est très cher, c'est de décentrer un petit peu la question du chemsex de simplement un usage de drogue ou un usage sexualisé des drogues. C'est peut-être un petit peu plus complexe que ça. Essayer d'aborder le plus possible la sexualité. Quand on parle de santé sexuelle, c'est pas seulement mal au pipi, cucu qui gratte, est-ce qu'on a fait son dépistage du VIH, mais aussi de parler de bien-être et d'épanouissement dans la sexualité. Essayer d'être plus efficace en essayant de faire un petit peu péter les barrières entre santé somatique, santé psychique, et aussi le lien social, et pouvoir essayer de travailler un petit peu plus tous ensemble, de façon multipartenariale, et pas chaque asso, chaque structure, chacun dans son coin, et évidemment toujours mettre les usagers au centre de nos actions et de nos schémas de pensée, et arrêter de penser qu'on a tout vu, tout lu, tout vu.
Ouais. Le petit mot de la fin, déjà merci pour votre attention et puis aussi pour préciser, tout ça est possible aussi parce qu'au Bus 3132, on est un peu hybride entre une structure médico-sociale et une structure communautaire, ce qui permet d'avoir des personnes effectivement engagées, militantes et aussi concernées par les problématiques sur lesquelles on travaille. Et je pense que ça serait impossible de le faire comme ça sans ça. Voilà, merci Romain, merci tout le monde. Merci Victor. Merci beaucoup Victor et Romain pour votre intervention très pratico-pratique. À distance, on peut tout faire. Romain a partagé son expérience. En RDR à distance, on montre qu'on peut faire tout ce travail d'accompagnement, d'orientation aussi. En RDR à distance, on peut également envoyer le matériel de réduction des risques, faire accéder à l'analoxone, faire accéder au dépistage, faire accéder à l'analyse de produits. Voilà, donc c'est vraiment des choses qu'on peut faire. Et dans le réseau, on est une quarantaine de structures, dont SAFE, c'est pour ça que je peux en parler aussi. Et tout est accessible à distance. Voilà, donc il faut se saisir de ces outils. On va maintenant passer la parole à Christelle Protière de l'INSERM. Donc Christelle, elle est chargée de recherche au sein de l'équipe Santé Aircom du laboratoire CESTIM, donc qui est les sciences économiques et sociales et traitement de l'information médicale. Et donc elle va nous nous présenter en fait un protocole et le processus de conception d'une web application pour les chemsexeurs. Merci. Alors déjà, est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Alors par contre, moi, je ne vous entends pas du tout. Donc, c'est OK? On voit ta présentation, on ne te voit pas toi, mais ça va bien marcher. C'est très bien. Oui, c'est mieux comme ça, que la présentation plutôt que l'inverse. Donc, moi, j'arrive. Voilà, les questions de contextualisation ont été déjà largement posées, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc, l'idée, effectivement, c'est de vous présenter un outil de RDR numérique à destination des chemsexeurs. Et je n'arrive pas à faire passer ma diapo. Voilà. Donc, ce que je voudrais vous présenter, c'est le développement d'une web app. Alors, cette web app, elle est faite dans le contexte de la recherche, dans le contexte de la cohorte Prévenir. Donc, ça veut dire qu'elle est circonscrite à l'Île-de-France et que c'est vraiment à l'usage des chemsexeurs de l'étude donc ANRS Prévenir. L'idée, c'était de proposer un outil de RDR composite, donc avec 3 outils, une web app dédiée, de l'analyse toxicologique de produits et du dosage capillaire. La toute première chose peut-être à remarquer, c'est ce qui a été soulevé aussi précédemment, c'est que c'est un outil qui s'est construit vraiment en collaboration, donc avec le CESTIM, avec AIDE, avec l'hôpital Thonon, avec l'ICLES, avec l'hôpital Raymond Poincaré et avec WIFID qui nous a aidé à développer cette web app. Alors, j'ai encore un problème. Donc, je ne vais pas revenir sur le contexte de la question du chem et du sexe, si ce n'est rappeler, comme ça a été fait au préalable, qu'il s'agit bien de chem et de sexe, et pas uniquement de chem. Et le contexte dans lequel on a développé cette étude pilote, c'est justement le fait qu'il n'y a pas sur tout le territoire des dispositifs d'accompagnement qui soient proposés, que ces offres-là ne sont pas toujours pérennes. Et surtout dans le contexte d'un manque de recherche opérationnelle sur le développement d'outils de RDR adaptés. C'est-à-dire qu'il y a des outils, on en a vu quelques-uns qui sont d'ailleurs plutôt très complets, très spécifiques. Et voilà. Mais après reste la question opérationnelle de savoir si c'est utilisé, si c'est efficace, ce qui manque, comment l'améliorer, etc., etc. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a développé cette web app. Donc, quel était l'objectif? Donc, l'objectif principal, puisque je rappelle, c'est dans un contexte de recherche, c'est de mesurer déjà l'acceptabilité globale donc de cette intervention, avec l'objectif donc d'améliorer l'accès aux informations, d'améliorer aussi la connaissance sur la RDR et potentiellement d'améliorer la question du recours aux soins, puisqu'on l'a vu qu'un des problèmes, c'est souvent un recours aux soins assez tardif. Avec comme objectif secondaire donc de déterminer l'acceptabilité spécifique de chacun des 3 outils, et évidemment de documenter l'utilisation, l'expérience, la satisfaction, de déterminer les causes de refus, parce que c'est
peut-être ce qui nous permettra le plus d'améliorer l'outil que de savoir pourquoi il a été refusé. La question, c'est aussi de savoir s'il y a une réelle demande, d'ailleurs. Il y avait aussi la question, donc, dans les objectifs secondaires, de documenter les consos et leur évolution au cours du temps. Mais pareil aussi sur la modification de recours aux soins. Et surtout, l'objectif, je dirais, principal de mon point de vue, c'est de développer avec les chemsexers les fonctionnalités attendues d'une web app dédiée pour pouvoir à terme proposer une étude interventionnelle qui serait randomisée. Alors, les critères d'éligibilité, donc je vous l'ai dit au départ, ce sont les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes qui sont dans l'étude ANRS Prévenir, donc on reste très circonscrit d'un point de vue géographique, qui avaient déclaré une consommation de substances psychoactives lors du dernier rapport sexuel à au moins une des 3 dernières visites. Donc les 4 centres qui participent à cette sous-étude, c'est Thonon, Pitié, La Pitié, Saint-Louis et Bichat, avec comme critère d'inclusion tout simplement accepter au moins un des 3 outils de l'intervention et être en possession d'un smartphone puisqu'il s'agit d'une web app. Donc l'idée c'était de proposer l'étude à 120 personnes qui étaient considérées éligibles pour pouvoir en inclure 60. Donc là les inclusions sont terminées, c'est-à-dire qu'on a atteint les 60 personnes. Donc en 4 mois, on a les 60 personnes ont été incluses avec uniquement 400 qui participaient. Il semble pouvoir dire qu'il y a déjà une forme de demande. Donc, le déroulement de cette sous-étude, parce qu'en fait, cette web elle s'inscrit justement dans ce déroulement. Donc, l'idée, c'est la suivante. Bon, à la visite d'inclusion, qui est donc une visite prévenir pour pas que les personnes aient à se déplacer une fois supplémentaire pour pouvoir être inclus. Il y a une présentation de la web app qui va être faite. Alors, cette présentation, on a fait une petite vidéo pour pouvoir en présenter un peu les usages possibles. Il y a un prélèvement capillaire donc qui est proposé donc avec pour rappel globalement 1 centimètre de cheveux ou de poils d'ailleurs. Ça permet de trouver à peu près 1 mois de consommation. On leur remettait un kit d'envoi de produits et ils avaient un auto-questionnaire en ligne à remplir. Donc l'idée de la web app justement, c'est de pouvoir obtenir les résultats de l'analyse de produits et ou selon ce qui a été accepté du prélèvement capillaire directement sur sa web app si c'est souhaité, avec la possibilité que le médecin VIH donc de prévenir reçoive ou ne reçoive pas ces résultats. Et la possibilité aussi de ne pas recevoir ces résultats sur la web app si on décide de ne pas l'utiliser, mais directement à la visite suivante avec son médecin prévenir. Donc à M3, ils obtiennent donc au plus tard, c'est environ 1 semaine sur la web app la disponibilité. Et si on n'a pas choisi la web app, on attend la visite suivante pour avoir ces résultats. Donc si on a envoyé un échantillon pour l'analyse de produits, et pour le prélèvement capillaire s'il a été accepté. On remet à cette deuxième visite donc un deuxième kit d'envoi de produits avec toujours un auto-questionnaire en ligne. Et à M6, on a les résultats d'analyse de produits si on les a perçus sur la web app, un deuxième prélèvement capillaire s'il est accepté et toujours notre auto-questionnaire. Et en fait à M6 qui sera la fin de l'étude, donc ça fait un suivi sur 1 an pour chaque personne. Une visite de suivi avec la possibilité d'avoir les résultats de prélèvement capillaire s'ils ont été acceptés. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va organiser des focus group à M6, à 6 mois, pardon, du M6, pour voir avec eux ce qui les a intéressés, la façon, ce qui les a dérangés dans la web app, comment est-ce qu'ils nous proposeraient de l'améliorer. Ce qui fait que, par exemple, ils l'ont utilisé au départ et puis plus du tout par la suite, ou au contraire, ce qui fait qu'ils ne l'ont pas utilisé au départ, etc., etc. Donc, vraiment avoir leur retour après qu'ils aient eu l'expérience d'utiliser cette web app. Donc, le contenu de la web app, donc il y a du contenu informatif, avec un guide des produits psychoactifs, des conseils de RDR qui concernent la prise de produits et les pratiques sexuelles,
un lien vers les dispositifs d'accompagnement et de soins qui existent, donc là en Île-de-France, puisque pour l'instant on est réduit sur l'Île-de-France, et des numéros d'urgence et des conseils en cas de problème et ou d'urgence. Donc ça, c'est vraiment toute une partie de contenu informatif, je vais venir un peu plus en détail par la suite, et du contenu personnalisé, donc avec les résultats interprétés, donc des analyses toxicologiques de produits et dosages capillaires, et surtout, je dirais, un outil anonyme, j'insiste beaucoup sur le anonyme, un outil anonyme, individuel, qui a pour objet d'aider à la gestion des consommations de substances psychoactives, avec la possibilité de rentrer, par exemple, les consommations anticipées. On peut aussi rentrer ces consommations en conso-track, au fur et à mesure, ou a posteriori revenir sur ces consommations. Et surtout, ce qui va être possible de faire, c'est de pouvoir comparer ce qui était anticipé et ce qui a été consommé réellement. Et de notre côté, ce qu'on recueille uniquement par rapport à cette web app, ce sont les dates de connexion à la web app, les dates de visite de chacune des rubriques de la web app pour pouvoir voir justement quelles sont celles qui sont les plus utilisées, et les dates de clic sur les liens externes, puisqu'on a sourcé évidemment les informations qui ont été utilisées. D'ailleurs, les voilà. Alors, on n'a pas réinventé le fil à couper le beurre. Par contre, on a des sources, donc Aide, Assut, Chemsexby, Mixture Info, qui est un super site que je vous conseille, qui permet de voir les interactions entre les produits, qui se basent à la fois sur la littérature et sur les retours d'expérience des usagers. Donc voilà, Psychoactif, Psychonote, Technoplus, la Drug Wheel, et la ville de Paris, donc avec la carte interactive sur les ressources possibles. Donc on a fait une mise en forme. L'objectif était aussi de proposer de l'information que l'on considérait comme étant fiable, parce que voilà, c'est aussi Internet, c'est bien, beaucoup d'informations, mais justement beaucoup d'informations. C'est aussi intéressant de voir ce qui peut être des sources fiables et donc de les proposer. Donc là, je vous ai fait des petites captures d'écran de la web app. Donc là, vous voyez, donc là c'est l'écran d'accueil évidemment. Alors je vous montre avec ma souris, mais je pense que vous voyez rien, donc ça ne sert à rien. Donc l'écran d'accueil, donc une web app. Alors c'est important que ce soit une web app parce que ça veut dire qu'il n'y a rien qui est stocké sur le téléphone. Donc là, vous avez le menu, donc avec toutes les rubriques qui sont développées, avec là un exemple de guide de produits. Donc là pour la kétamine. Donc avec les différentes appellations, avec un détail des effets recherchés, des modes de conso, de la montée des effets, les dosages, donc qui sont des indications avec évidemment en précisant bien que c'est spécifique à chaque personne, etc. Les interactions possibles avec d'autres produits et les effets non désirables et les risques et complications qu'il peut y avoir. Et le dernier petit écran, donc c'est l'outil qui a été proposé. Donc vous voyez, vous avez un petit onglet prévision, donc je vous parlais tout à l'heure, un onglet conso-track, un petit onglet euro où vous pouvez rentrer le tarif de vos produits, ce qui vous permet aussi d'avoir une estimation du coût de vos consommations, et un petit onglet bilan où vous allez avoir donc sous forme graphique une comparaison entre le prévisionnel et le réel. Vous pouvez aussi utiliser l'outil pour pouvoir voir à quel moment vous avez pris votre dernière prise. Donc, si vous utilisez le conso-track, donc par exemple là, voilà, il vous reste 1 heure avant la prise telle qu'elle était prévue, et un compteur aussi lorsque vous déclarez une consommation pour pouvoir vous repérer avant d'en reprendre une. Alors, ce que je peux vous proposer après, je vais essayer d'être rapide pour qu'on puisse avoir un peu de place à la discussion. Mais je peux vous faire un petit tour de la web app si vous voulez, ou si vous avez des questions spécifiques. Mais avant, je voudrais juste peut-être revoir un petit peu avec vous la question des enjeux. Donc, un des enjeux principaux, c'est la question de l'anonymisation des données. Donc, je vous disais, web app et pas application. Et elle est d'autant plus importante, cette anonymisation, qu'il y a cet outil de consommation. Donc, l'idée, c'est de proposer un outil qui soit utile, mais pas qui serve.
voilà, qu'on ne puisse pas accéder à vos consommations grâce à la web app. Donc il y a vraiment un gros travail à faire autour de cette question-là. Donc tout un gros travail aussi sur la sécurité des données. Et je vous le rappelle, c'était dans un contexte de recherche. Donc aussi de très 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 longs échanges avec la CNIL. Ça fait 1 an, hein, les longs échanges. Avec la nécessité de passer par un serveur certifié hébergement de données de santé, parce qu'on est dans le contexte de la recherche, et tout ça parce qu'on a le prélèvement des cheveux, donc aussi le budget qui va avec. Et après des petites choses, des petits retours par rapport au moment de, évidemment on a fait un pilote test avant de lancer la web app, donc vous avez vu dans notre petit logo. Alors Deezer n'avait pas encore changé son logo quand on a fait le nôtre, donc on avait notre joli petit cœur. Par contre, au départ, on avait donc Chemsex, hein, comme vous voyez là, que j'ai barré, puisqu'on nous a été bien dit qu'on trouvait plus agréable peut-être de pouvoir ouvrir son application sans spécifier directement qu'il s'agissait de Chemsex. Donc voilà, donc des petites choses comme ça, mais qui sont quand même importantes si on veut développer un outil qui puisse être utile et qu'on puisse utiliser facilement. Et après, un petit peu ce que vous avez présenté tout à l'heure. La question aussi de la sélection de l'information, de pouvoir développer des nouvelles fonctionnalités et surtout de mettre à jour le contenu. Alors ce qui concernant les molécules est un petit peu, enfin c'est une gageure d'arriver à être à jour. Voilà. Donc ce que je vous propose peut-être c'est pour pouvoir laisser la place à la discussion parce qu'on a pas mal de retard, c'est de m'arrêter là et si vous le souhaitez, je vous ferai faire un petit tour de la web app et surtout je voudrais beaucoup remercier Sarah et Erwan qui ont participé et passé beaucoup de temps à la construction du contenu de cette web app. Merci beaucoup Christelle. Donc on a le temps de prendre 2 ou 3 questions. Ouais, on m'entend bien, c'est bon. Déjà, je voulais remercier Romain et Victor pour votre présentation. C'était vraiment super. Alors, en l'occurrence, j'ai été assez étonné et agréablement surpris en fait que parmi les sites d'achat et de vente, vous avez cité mygrams.eu. Mygrams.eu, c'est un site qui appartient à un PlaySafe. Donc c'est un site de e-prévention disruptive. C'est un site qui ne permet pas d'acheter ni de vendre quoi que ce soit, mais bien au contraire de faire de la réduction de risque et de la prévention auprès des primo-consommateurs et des consommateurs, de manière à leur donner en fait justement toutes les informations nécessaires pour la réduction de risque. Donc le fait de le voir dedans, ça m'a fait plaisir et un peu rire aussi. Voilà, c'était fait exprès, c'était le petit... L'avez-vous repéré ? Oui, voilà, on l'a repéré. Et enfin, je voudrais te remercier, mais du coup, je suis obligé de le dire là maintenant, mais parce que tu l'as dit et avec très très bien. Merci de t'être présenté en tant que pratiquant du chemsex et non en tant que croyant pratiquant. Voilà, parce que effectivement, chemsexeur, c'est réduire une personne à sa pratique. Et en fait, on ne réduit jamais une personne à sa pratique. On n'est pas handicapé, on n'est pas séropos, on n'est pas toxicomane, on est consommateur de produits psychoactifs et on n'est pas chemsexeur. On est des personnes en situation d'homosexualité. Merci aussi. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question, en fait, pour vous trois, donc qui ne va pas se poser de la même façon. Moi, je voudrais savoir si, comme vous intervenez aussi bien là sur la thématique du chemsex qu'en festif, est-ce que vous voyez aujourd'hui une pénétration des catinones et GHB, GBL en milieu festif? Alors ça, c'est une question pour vous deux directement. Et là, maintenant, pour vous trois, et est-ce que ça entraîne potentiellement, quand l'intention de consommation n'est pas la sexualité, mais qu'elle est le contexte festif, est-ce que potentiellement, s'il y a une sexualité derrière, elle se trouve être modifiée par la prise de produits? Ok. Du coup, ouais, la 3-MMC, ça marche bien hein, sur le marché des drogues de rue. Maintenant, c'est fixé, quoi. Hein. C'est quelque chose que les gens recherchent dans tous les milieux. Hein. Ça a trouvé sa place. Produit assez efficace avec des effets appréciés, tout ça. Donc, ouais, voilà, il y a une demande, il y a de l'offre, ça marche bien. Après, il y a effectivement eu de la porosité entre les scènes assez rapidement, quoi. Hein, entre les scènes un peu plus,
LGBTQIA+, ou TPG, les scènes festives alternatives, puis après les scènes festives plus commerciales. Maintenant, il y en a partout. Après, là, c'est un peu plus la merde en ce moment avec la variabilité, quoi. Hein. Du coup, c'est un peu compliqué. Surtout en ce moment, on a beaucoup de N-éthylpentadrone vendu à la place 2 et c'est vraiment pas sympa les effets. Du coup, ça flotte un petit peu en ce moment. Il y a beaucoup d'usagers qui se posent des questions sur leur conso autour de la 3MC particulièrement, quoi, vu qu'il y a moins de 1 cas sur 5 où ça en est en réalité. Et pareil, sur le GHB, c'est un peu le même mouvement. Hein. Je pense que vous avez connu ça à Paris il y a assez longtemps, quoi. Il me semble vers 2016-2018. Nous, là, c'est en train de... Voilà, le G, c'est le nouvel alcool en milieu festif commercial. Les patrons de bars sont hyper déçus de plus vendre autant d'alcool qu'auparavant et savent très bien quand est-ce qu'il y a du G ou quand est-ce qu'il n'y en a pas. Et effectivement, ça pose aussi des questions de business model pour les lieux, les bars, les clubs. Et aussi des questions d'entrée dans les pratiques sur l'entrée. Oui, c'est un peu comme l'alcool. C'est un peu périlleux comme entrée sur ce produit-là, quoi, avec potentiellement aussi des nouveaux usagers primo-consommateurs qui n'ont pas du tout le profil, qui n'ont pas du tout la culture, qui n'ont pas un entourage consommateur. Auparavant, il y a quelques années, on voyait que c'était assez difficile de se balader avec son doseur au vu au sud de tous, voir qu'il y avait beaucoup de diabolisation autour de l'initiation au G, quand même beaucoup de réticence. Et là maintenant, c'est un peu roue libre. Et du coup, on a quand même beaucoup de personnes là qui ont commencé le G à Marseille il y a 1 ou 2 ans, qui sont... il y a le risque aigu d'une part, qu'on connaît bien, plutôt sur les primo-consommateurs, mais c'est vrai que le risque à long terme, là, on a quand même beaucoup de gens qui sont à fond dans le G et grave en difficulté avec leur conso de G. Et c'est complexe à endiguer, quoi. Enfin, en tout cas, même en termes de messages. En plus, il y a différents types de publics, différents types de pratiques. On essaye un peu d'être justement en vigilance sur voir quelle scène, qu'est-ce qui se passe, quel message adapter en fonction de ces scènes-là, quoi. Parce qu'on va effectivement avoir un message pertinent sur quelqu'un qui serait sur l'entrée. Oui, mon collègue m'a dit que c'était un peu comme l'alcool et tout, que j'allais dépenser moins de thunes, en gros, potentiellement. Cette entrée-là, on la trouve particulièrement dangereuse. Et après, les personnes qui s'installent dans les consommations à long terme, effectivement, les sevrages sont compliqués, la gestion des consommations à long terme est compliquée, particulièrement quand il y a les psychostimulants qui sont associés, ce qui est quasiment tout le temps le cas, permet de tenir aussi des doses de cheval, de G, quoi. Et du coup, quand même beaucoup de décès. Et je vais laisser Romain sur la deuxième question. Oui, c'est vrai qu'après, là, pour le coup, on parle vraiment de Marseille, parce que c'est en très peu de temps, avec Muriel Grégoire, on est un petit peu très embêté parce qu'on a un nombre exponentiel de décès chaque semaine qui passe complètement à la trappe et de personnes en situation d'addiction très sévère. Et le G, ça demande un protocole de sevrage qui est très particulier. À Marseille, on n'est pas du tout équipé pour pouvoir accompagner des personnes qui sont concernées par ça, donc c'est très inquiétant. Et on essaie de faire ce qu'on peut. Sur la question de la maudit, donc si je reprends ta question, est-ce que en dehors de la question du chemsex, on pourrait considérer des modifications de la sexualité alors en fait, pardon. Ouais. Oui, oui, c'est pour ça que j'insiste un peu, parce qu'on a dû aller un petit peu vite, mais bon, je pourrais vous en faire 1 heure là-dessus, sur la question de savoir faire la différence entre usage sexualisé des drogues et chemsex. L'usage sexualisé des drogues, il a toujours existé depuis que le sexe existe et depuis que les psychoactifs existent. Donc à peu près depuis que l'homme est homme, l'humain est humain. Et donc du coup, forcément, oui, de fait, de la même façon qu'il y a plein de gens qui, on veut se désinhiber parce qu'ils ont envie d'avoir des relations sexuelles, ils vont se boire un coup, ou prendre un demi-exta pour aller en boîte pour pouvoir choper. Donc oui, bien évidemment. Et c'est ça un petit peu qui va semer le trouble et un petit peu nous donner de la difficulté à pouvoir distinguer qu'est-ce que c'est que le chemsex et c'est quoi les différences avec l'usage sexualisé des drogues. Et c'est pour ça que je parlais d'approche communautaire et de replacer la notion de la culture derrière. C'est un peu le chemsex, il faut voir ça un peu comme le barbac de Guillaume Dustan, mais version 2.0 avec Grindr au milieu. Et pour moi, le numérique est une composante essentielle du chemsex. S'il n'y a pas d'utilisation du numérique, que ce soit par le porno, que ce soit par les apps de rencontre ou pour acheter de la drogue, en fait, on ne peut pas parler de chemsex, à mon sens. Petite nuance. C'est les enjeux de définition. Il y a les enjeux de définition d'une part, effectivement, et ce qu'on voit quand même de plus en plus, c'est qu'il y a des personnes, notamment on a un créneau d'analyse qui est en permanence, mais où il n'y a pas de collectif. Du coup, les gens passent, et c'est pas vraiment un rendez-vous, mais c'est des périodes où on peut passer, où c'est hors accueil.
qu'on a plutôt ciblé a priori pour les publics qui n'avaient pas envie d'en croiser d'autres parce qu'on a d'autres espaces qui sont davantage collectifs pour les collectes. Et on a beaucoup de chemsexers sur ces temps-là, qui sont les mardis après-midi. Et de plus en plus, des fois des meufs cis, parfois hétéros, parfois non, qui disent pratiquer le chemsex, clairement, et qui ramènent les produits utilisés dans le chemsex. Donc après, à quel moment les gens s'identifient aussi à des pratiques ou non. Aussi par rapport à la nuance sur l'usage sexualisé en contexte milieu festif, effectivement ça demande aussi d'avoir, en dehors de la bienveillance communautaire dont on parlait tout à l'heure et de toute la codification et toute la culture qu'il y a derrière, la logique d'avoir aussi un peu des messages qui soient adaptés sur la question du consentement éclairé avec usage de produits et de réfléchir là-dessus, d'amener les gens à poser un peu, réfléchir à leurs limites auparavant, etc. Ça c'est un peu des choses sur lesquelles on travaille aussi. Effectivement c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes messages, c'est pas les mêmes publics, c'est différent, mais il y a un peu une confusion un peu en ce moment, y compris au niveau des personnes qui commencent à se revendiquer comme ayant des pratiques chemsex, où nous, par notre curseur, initialement, on va se dire en fait non, mais c'est plus un enjeu de terme au final. S'il y a des meufs qui ont envie d'avoir du sexe entre elles en prenant des produits, je vois pas pourquoi on pourrait pas leur dire qu'elles ne pratiquent pas le chemsex, quoi. Moi, j'élargirais aux communautés LGBTQIA+. Et voilà, ce que tout le monde dit, oui, quand on va parler des personnes hétéros, souvent ce sont des libertins. Les libertins, c'est des bi. Hein, voilà, donc ils font partie des communautés LGBTQIA+. Voilà. Autre question ? Oui, peut-être juste rajouter un petit point avec la casquette de chercheur. Ouais, tu beaucoup. Je dirais que merci Fred de nous rappeler avec ta question le problème et l'enjeu autour de la définition du chemsex, des pratiquants de chemsex, de l'usage chemsex, etc. Et justement, dans la recherche, on voit bien que c'est une vraie question parce que c'est la façon dont on va sélectionner nos populations pour faire nos enquêtes va potentiellement complètement modifier nos résultats. Et c'est vrai que c'est un enjeu en termes de recherche santé publique dans le sens public, santé publique, et à revoir à chaque fois parce que oui voilà on fait des enquêtes auprès des HSH au départ parce qu'on veut rester sur le fait que ça vienne de la culture gay au départ et le fait que ce mot ait été inventé pour une bonne raison, mais après le principe même c'est que ça va voilà les frontières sont plus poreuses. Donc finalement, on aura toujours des limites, quelque choix que l'on fera. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de bien penser ce choix-là pour pouvoir justement mieux interpréter nos résultats. Voilà, pour prendre ma petite casquette des chercheurs. Merci. Bonjour, moi j'ai une question pour Christelle Protière qui va être beaucoup plus pragmatique que les échanges qu'on vient d'entendre, désolée. Je voulais juste savoir où vous en étiez de l'étape de développement de l'application et au-delà de la recherche, quand est-ce qu'elle sera disponible pour les usagers? Merci. Merci. Nous, on vient de terminer donc les inclusions, donc ça veut dire qu'on devrait pouvoir faire des focus groups vers décembre, je dirais. Donc après, le temps de vraiment analyser les résultats, de voir si elle a convenu ou pas, aussi, s'il y a eu réellement une demande ou pas. Donc j'ai pas eu le temps de venir en parler tout à l'heure parce que j'ai voulu aller tellement vite que j'ai zappé quelques informations. Mais voilà, par exemple, on voit que sur les 60 personnes incluses, on en a 40 qui ont utilisé la web app. Donc il y a aussi cette grande question là d'abord qu'il faudra travailler et analyser, qui est est-ce qu'il y a réellement une demande? Est-ce qu'il y aura juste de la curiosité ou est-ce qu'il va vraiment y avoir une demande et un usage qui va se faire tout le long? Donc après, pour vraiment proposer une intervention, alors ça veut dire que ça serait encore dans le cadre d'une recherche pour pouvoir l'évaluer, donc ça sera toujours pas disponible à tous. Pour autant, on a aussi des possibilités de travailler ensemble avec l'équipe marseillaise en général. Mais en tout cas, je pense pas qu'on puisse imaginer l'évaluation sur une version randomisée avant un an. Parce que c'est long la recherche. On peut prendre une ultime question. Plus de questions. Eh ben, merci à tous. Avec plaisir.
On va peut-être un tout petit peu adapter la pause déj pour que vous ayez quand même le temps de déjeuner. Et puis quand même, parce que ce matin, est-ce le temps, est-ce le contexte? Je n'étais pas tout à fait dans mes baskets, j'ai manqué à tous mes devoirs. Je vous ai quand même pas présenté notre nouvelle chef de projet, Isaura Rivierez, qui a quand même organisé la journée, qui est arrivée il y a 2 mois. Et merci à elle, parce que tous les copains partenaires qui sont là savent que cette année, on a un peu jonglé en attendant Isaura, on a fait ce qu'on a pu. Merci à tous déjà d'avoir été patients ce matin, on a un peu débordé, d'être là. Et je vous dis rendez-vous du coup 14h.